Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. En ce moment, je vous invite à découvrir l'exposition Joaillerie florale de jour et de soir. Vous pouvez observer environ 40 pièces, typiques des années 1930 à 1960, de la maison Van Cleef & Arpels. Les bijoux représentent des fleurs, des oiseaux, de la végétation, qui sont des thèmes très présents dans les créations de la maison. On peut également y voir des accessoires et des objets précieux, comme des étuis à cigarettes. L'exposition se trouve à la Galerie du Patrimoine, 20 Place Vendôme, jusqu'au 2 septembre 2018. Bonjour Isabelle, je suis ravie de vous accueillir dans Rubis sur Canapé. Alors, vous êtes une artiste joaillère, créatrice de la marque Isabelle Langlois, c'est ça ? Tout à fait. Alors, comment est née votre marque de joaillerie ? Comment elle est née? Dans ma tête d'abord, évidemment. Et elle est née parce que moi, j'avais d'abord monté un réseau de type vente chez les uns et chez les autres. Et vraiment, ça ne me correspondait pas. J'avais l'impression de ne pas être à ma place. Donc, j'ai sauté le grand pas pour me lancer dans une aventure de marque et de distribution auprès des bijoutiers joailliers de France d'abord. D'accord. Mais du coup, quel est votre parcours ? Vous avez toujours été dans les bijoux ou... Oui, non ? presque. J'étais toujours dans les bijoux. J'ai toujours voulu faire ça. J'ai d'abord travaillé dans un atelier de très haute joaillerie. Je travaillais pour Van Cleef, enfin, c'était mes clients par exemple. On disait Van Cleef à l'époque et pas du tout Van Cleef. Puis j'ai travaillé dans le groupe Condé Nast, c'est-à-dire Vogue, chez Vogue Homme pour des raisons anecdotiques, accidentelles, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais j'ai beaucoup appris et j'ai bien aimé ce job malgré tout. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour une autre entreprise très importante, celle-ci, qui faisait des bijoux au contraire assez bas de gamme pour les bijoutiers joailliers. Pas bas de gamme, j'exagère. Moyenne gamme plutôt, colorée. D'accord. Et puis un jour, je me suis décidée de me lancer toute seule. Mais du coup, pour ces entreprises, vous étiez créatrice, vous dessiniez ou... Alors au début, moi j'ai fait l'école de commerce, j'ai toujours dessiné, mais j'ai fait D'accord. l'école de commerce parce que je voulais être mon propre boss. D'accord. Donc ça, vous regrettez pas Pas du tout. Donc au début, j'étais une pure commerciale, mais commerciale dans la haute joaillerie, on se mêle de tout. À l'époque, c'était des entreprises familiales, tout à fait rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Mais il y avait plus de choses à faire, c'est ça que vous Il y voulez avait dire ? beaucoup C'était moins d'interactions, segmenté. il y avait beaucoup d'interactions, tout le monde jouait son rôle. J'avais presque un rôle de parfois, je sais pas, de presque consultatif d'un point de vue marketing. C'était des entreprises formidables, merveilleuses, extraordinaires, d'excellence. Et c'était des entreprises encore familiales, avec des structures familiales, qui ont su les porter jusqu'où elles sont arrivées pour tenter des grands groupes. Hein. C'était des bonnes structures. Beaucoup d'intelligence était rassemblée là. Donc c'était formidable, on parlait de tout, on se mêlait de tout, on était interrogé sur tout. C'est formidable. Donc vous regrettez absolument pas d'avoir eu d'autres expériences avant de vous être lancée Au contraire, dans l'entrepreneuriat. chaleureusement, j'encourage tout le monde à faire comme moi. D'accord. Bon, bah ça, c'est un bon point. Et vous, donc votre père et votre grand-père étaient des lapidaires. En quoi cela a-t-il influencé votre vie professionnelle ou non, d'ailleurs ? Ah bah, ça a complètement influencé ma vie professionnelle parce que toutes mes vacances, mon grand-père m'emmenait rendre visite à des lapidaires dans leur atelier jurassien. Et du coup, voilà, la fascination d'une petite fille, c'est facile à imaginer. Hein. Son Oui, grand-père surtout chéri, pour les pierres, les pierres de bijoux. couleur, tout ce qui brille. Ça devait être incroyable. Et ça, c'était d'un côté. Et de l'autre, mon père, c'était l'aventurier fantastique qui parcourait le monde, qui revenait avec des histoires invraisemblables, qui était vraiment le héros. Donc, il y avait tout pour que l'imaginaire d'un enfant grandisse et serve de background à une adulte qui se lance dans la vie ensuite. Oui, j'imagine. Je dis souvent que je suis qu'un résultat. Bah, je fais des bijoux. Les autres taillaient des pierres. Mais vous avez un aspect créatif que eux n'ont pas et qui sont plus techniques. En fait, il y a un aspect créatif dans les pierres aussi. La taille de pierre ? Il y a un aspect créatif important dans la taille Oui, des pierres. effectivement, pour révéler telle ou telle couleur de la gemme, comment passe la lumière, etc. Voilà.
Il y a des choix à faire, suivant l'axe, la couleur n'est pas exactement la même. Quelquefois, c'est bien d'avoir une couleur un peu off. Quelle forme on va donner? Et courir le risque d'une pierre moins parfaite, mais qui aurait beaucoup de relief. Votre relation avec les bijoux, ça vient de là, j'imagine, cette passion. Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? Parce que vous dites que vos deux passions, c'est les fleurs et les bijoux. Donc vous les mêlez les deux, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait féminin. Hein. J'adore les fleurs, mais vraiment j'adore les fleurs. Mes filles disaient toujours, maman, non, arrête avec les fleurs. Je passais mon temps à jardiner. Et puis j'adore les bijoux parce que j'adore j'adore la fête, j'adore tout ce qui est bien, festif, une bonne joyeux. maladie. Tout ce qui est festif, joyeux. Et les bijoux, c'était... j'avais adoré mon job dans la haute joaillerie que je voulais faire à tout prix, à tout prix, à tout prix. Il y avait une raison à ça, c'est qu'en fait, quand j'étais assez petite, parce que je pense que c'était en 69, Faradiba a été couronné, Van Cleef a pris la commande de la couronne, et les pierres de complément du trésor du chat ont été fournies par mon grand-père. D'accord. L'entreprise familiale, d'ailleurs, dans son ensemble. Mon grand-père avait ses fils et mon père qui l'avait rejoint. Et voilà, alors ça aussi, il a une couronne pour un enfant, c'est fascinant. Incroyable, oui. Surtout qu'il a fallu faire une fausse couronne et que la fausse couronne a des pierres qu'il fallait absolument qu'elles ressemblent à des vraies émeraudes, et on les a trouvées dans un vieux stock de jurassiens qui fabriquaient des pierres au 19e siècle, qui était dans le grenier de ma grand-mère, et toutes les autres pierres de couleur ont été rassemblées et nous servaient de jeu quand il pleuvait, et l'été dans le Jura à l'époque, je peux vous dire qu'il pleuvait. Et on mettait ça au milieu d'une table ronde et on jouait avec ça, c'était magique. C'est incroyable comme histoire. Et donc, du coup, vous, votre démarche créative, c'est essentiellement les fleurs ou vous puisez votre inspiration d'ailleurs? J'aime bien les pierres aussi. C'est les pierres ou les fleurs. Hein. Alors vraiment, c'est... Oh. Et bon, il y a la peinture. J'ai comme une ligne qui s'appelle Mondrian. Et puis, je suis attachée à ma ville. Il y a une ligne qui s'appelle Pavé de Paris. Il y a... Mais c'est vrai que ma ligne phare... Et puis aussi, il y a une pointilliste qui fait tout à fait référence à Signac, etc. Mais c'est vrai que ma ligne phare, elle s'appelle Émotion, ce qui n'est pas un nom très original, j'ai remarqué. Mais ça fait rien. Je voulais quand même l'appeler Émotion parce que je voulais créer... Si ça représente quelque chose pour vous, c'est ça. Voilà. Je voulais créer un bijou qui donne la même émotion qu'un bouquet de fleurs, mais qui soit quand même un bijou. Dans Émotion, on a une pierre de centre et un entourage. Et quelquefois, l'entourage est presque plus important que la pierre de centre. Enfin, les deux se répondent. C'est pas comme la marguerite classique où la pierre de centre est magnifiée par un entourage de lumière à travers les diamants, ce qui est très bien aussi, hein, ça peut être très joli. Mais c'est autre chose. Mais c'est autre chose. C'est parce que vous avez voulu représenter. Là, effectivement, on voit plus les pierres à côté et plus une interaction en fait entre les deux. Tout à fait. Et donc, ça crée une émotion. Et alors, en plus, les bouquets de fleurs, ils meurent, ça c'est trop triste. Alors que mes bijoux à moi ne meurent pas. Exactement, l'éclat de la couleur est toujours là. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que vous employez des pierres assez originales en joaillerie. Vous ne vous contentez pas du tout des 4 pierres précieuses classiques. Pourquoi ce choix? Quelles sont vos pierres préférées? Alors moi, j'adore toutes les couleurs, toutes les palettes de couleurs. Mes pierres préférées, la pierre préférée, c'est quand même une pierre précieuse, c'est un saphir Padparaja, ça veut dire fleur de lotus. C'est à la fois rose et orange, c'est magique. Tantôt un peu plus rose, tantôt un peu plus orange, vraiment magique, magique. Et puis après, il y a des tas de pierres que j'adore, notamment celle que je porte à la main, chrysobéryl. Et le chrysobéryl, c'est la famille des œils de chat. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ces cabochons qui ont vraiment la couleur de l'œil de chat avec l'irisation centrale, exactement comme un œil de chat, très très prisé. Et puis l'alexandrite, cette pierre qui change de couleur suivant la lumière du jour. Ouais, color change, c'est incroyable. Et du coup, il y a d'autres formes de pierres, et notamment ces chrysobéryls qui ont ce jaune vert anis que j'aime particulièrement et que j'ai découvert quand j'étais enfant dans un écrin de pierres synthétiques, car mon grand-oncle fabriquait des pierres synthétiques. Mon autre grand-oncle, des pierres en verre. Mais avec le verre, on peut faire des choses incroyables aussi. Incroyable. Et Swarovski a eu raison de son aventure entrepreneuriale. Mais néanmoins, le stock en verre, certainement, venait de pierres vertes pour la couronne Faradiba, venait certainement de lui.
Et alors, ces chrysobérylles synthétiques, j'ai trouvé ça magique. Et quand j'ai vu, il était dans un écrin d'ailleurs avec des rubis birmans synthétiques qui avaient la couleur sang de pigeon. C'était la grande performance du début du XXe siècle. L'homme arrive à faire quelque chose d'aussi beau que la nature, et d'aussi solide, et d'aussi qui brille Oui, parce autant. qu'effectivement, les synthétiques, c'est exactement la même composition. La seule différence, c'est que ça a été fabriqué par l'homme et non par la nature. Alors les synthétiques, il y a ceux qui sont cristallisés, ceux qui ne le sont pas. Donc il y a encore des différences. Mais c'est vrai que le corallon synthétique était le premier trouvé, brille très très fort. Et par rapport à un verre, ça n'a rien à voir. Il brille beaucoup mieux. C'est très très joli. Et c'était magnifique. Mais ce chrysobéryl avec ses deux rubis birmans couleur sang de pigeon, synthétique, c'était fascinant. Dans un écrin, à l'époque, ça valait très cher. C'est considéré que c'était vraiment un Pas succès. toujours C'était taillé à aujourd'hui, la hein. main et tout. Et j'ai découvert la vraie pierre beaucoup plus tard. C'est drôle quand même. Oui, effectivement, c'est rigolo comme histoire. Mais vous mettez pas du tout de synthétique, vous, dans vos Non, 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 créations? non. Moi, je ne mets pas du tout de synthétique. On ne peut pas tout faire dans la vie. Je suis admirative de ce que l'homme est capable de créer. Mais moi, je suis en confiance avec la nature. Maintenant, sur votre métier en lui-même, le métier de créatrice est très riche et varié. Est-ce que vous pouvez nous raconter une journée type, un peu comment se déroule votre quotidien? Ah, mon quotidien, il est employé, je suis à contre-emploi 80% de la journée, je veux dire, à peu près. Et en fait, quand on a sa propre petite entreprise, on a tellement de tâches administratives et de contraintes de toutes sortes qu'on a la liberté de faire ce que l'on veut, ce qui n'a pas de prix. Mais c'est ce que l'on croit. Puis en fait, on prend vite position sur vous. Et moi qui fais tout ça parce que j'adore dessiner les bijoux et que je veux les voir réalisés, et que mon grand kiff, comme disent les jeunes, c'est de voir quelqu'un dans le métro qui porte un bijou que j'ai dessiné. Ça, c'est le top du top. Euh, Évidemment, il faut créer pour ça. Il faut créer. Et en fait, aujourd'hui, je crée quand j'ai 5 minutes, j'ai un carnet avec moi et je dessine et je gribouille et je reperforme et je reprends et j'améliore. Et tout ça, qui devrait être mon activité centrale, je ne l'ai fait que dans les heures perdues. C'est étrange quand même, hein. Plus ça va, Oui, plus parce c'est les qu'en heures fait, vous perdues. êtes accaparé par plein d'autres tâches qui ne sont pas l'essentiel, le cœur du métier. C'est ça le problème. Plus je me développe, plus il faut que je m'occupe de voyager, d'essayer de rencontrer mes clients qui ne sont pas tous à Paris, malheureusement, ou Mais ça, heureusement. c'est une belle tâche de voyager. Oui, au début c'est grisant, et puis après ça devient fatigant. Et après on a besoin d'une certaine unité de lieu aussi pour... alors c'est fascinant parce qu'on rencontre des tas de cultures, des tas de choses qui excitent l'esprit. Je ne parle pas du côté commercial et développement, évidemment, qui tombe sous le sens, mais même l'agent du Japon, et c'est vrai que l'esthétique japonaise, les Japonais sont des gens extraordinaires, et qu'il y avait mille choses à voir, mais même dans le métro, je veux dire, même dans le métro japonais, même dans l'aéroport, il y a des choses présentées d'une façon, il y a des approches tellement étranges, parfois tellement différentes, et tellement élégantes aussi, sans l'équilibre formidable que peuvent avoir les Japonais dans leur création. D'accord, oui, effectivement. Et mais du coup, quand vous disiez donc les joies, c'est de voir les gens dans le métro porter vos créations et les difficultés, du coup, pour vous, ce serait plutôt l'aspect administratif Oui, ou... ah oui, aspect administratif d'une petite boîte comme celle-ci, je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres pays, on me dit que probablement oui, je ne sais pas. En tout cas, nous, on a beaucoup de choses, on a quand même deux, D'accord, c'est un trois... peu le frein. C'est extrêmement lourd du point de vue administratif, il y a beaucoup de réglementations, c'est normal, c'est l'héritage du fait que l'or était la base de la monnaie, donc ça n'est pas une matière anodine. C'est une Et, matière qui coûte cher et ben aussi, là, donc c'est une matière qui coûte qui cher. peut être sensible au trafic, donc Il y a faut faire trafic, attention. les vols, du coup, le recel, donc d'où le livre de police, le contrôle de garantie pour être sûr que tout ça soit au titre, d'où des procédures administratives spécifiques, plus tout l'administratif d'une petite entreprise. Voilà, Normal. normal. Ça fait beaucoup de choses à faire. Effectivement, je vous crois sur parole. Et mais du coup, vous êtes quand même, présente, dans de nombreux pays à travers le monde. Quels conseils vous pourriez donner à des jeunes créateurs, qui, comme vous, aimeraient, vendre leurs créations, à l'étranger,
Comment faire pour s'exporter? Alors, je veux dire, il y a quand même des recettes assez simples, mais aujourd'hui, tout change. Euh, Moi, j'ai fait un salon professionnel à Hong Kong pendant 10 ans avant qu'il se passe quoi que ce soit de chinois. J'ai rencontré d'autres clients. Et je vois d'autres de mes amis qui commencent ce salon et s'il n'y a pas des commandes immédiatement, ils s'arrêtent. Il faut pour percer sur les marchés ailleurs quand même une certaine permanence, la suite dans les idées. Et c'est drôle, quand faisais mon école de commerce, on disait déjà que les Français dans l'export n'étaient pas assez persévérants, que dès que si ça ne marchait pas tout de suite, ils allaient ailleurs. Voilà, moi en tout cas dans mon cas, la persévérance a payé. C'est la première chose que je dirais. La deuxième, c'est qu'évidemment, avec les moyens de communication du net, c'est incroyable, et que les salons sont en perte de vitesse. Donc, il faut être très actif sur le net. Donc en gros, être très réactif, actif et persévérant, ne pas se décourager, que c'est pas parce que ça ne marche pas tout de suite que ça ne marchera jamais. Pour les relations commerciales. D'accord. Et la communication, est une priorité de tout. Parce que les gens se déplacent moins au salon. Je parle de professionnels, quand vous voulez vendre à des professionnels. Et donc, il faut se faire connaître. Pour se faire connaître, le net, c'est formidable. Et pour ça, il faut le nourrir. C'est un vrai travail. On n'était pas du tout. Il y a 10 ans, ça n'avait rien à voir de ça. Ah oui, comment ça s'organisait il y a 10 ans? Les gens allaient dans les salons. Il y avait un salon Bijorka à Paris très, très, très actif. Dans le monde entier, les gens se déplaçaient, les professionnels se déplaçaient dans les salons. Il y avait des journalistes qui venaient sur les salons. Tout se passait sur les salons. Vous passez une commande, c'était fait. Maintenant, Voilà, on était présent dans telle boutique et puis c'est tout. et voilà, c'était fait. Maintenant, tout est compliqué. Dans les salons, les gens viennent, ils font des commandes théoriques. Ensuite, il faut leur envoyer les photos, ce qui est toujours un risque. On leur envoie les photos, les détails, et ils nous confirment ou pas. Ça prend un temps fou. Éventuellement, ils ne font rien, mais c'est voilà. Ou ils n'en prennent que la moitié. De toute façon, ils font toujours des commandes un peu larges. Et puis voilà, c'est beaucoup plus de travail qu'avant. C'est moins rapide comme rendu. En même temps, je pense que les gens, du coup, se concentrent davantage sur certains fournisseurs. Donc, il faut d'autant plus être persévérant dans la relation. Oui, en fait, il y a plus, entre guillemets, de concurrence, mais d'un autre côté, il y a plus de visibilité aussi et de moyens de sur le net. Et voilà, on peut, si on est malin sur le net, faire le trou, et c'est ça qu'il faut faire. Les blogueuses sont très importantes, il faut absolument les repérer, les chouchouter. Oui, être en fait en accord avec son temps, et voilà. Super. Et vous voyagez beaucoup du coup par votre travail. Et est-ce que vous pouvez nous faire part d'un ou de plusieurs voyages qui vous a particulièrement marqué ou inspiré? Alors, ça c'est très facile parce que le dernier voyage que j'ai fait, mais ce n'est pas professionnel, pour l'instant du Japon. Le Japon, malheureusement, je n'ai pas le temps d'y voyager suffisamment. Et je vais le faire au mois de juin prochain. Mais en revanche, je suis allée en Iran il y a un an et demi. Et ça, c'est magique. C'est fabuleux. De quel point de vue Du point de vue de l'esthétique, les sculptures à Persépolis, les fresques de Persépolis ont une esthétique très très forte. Et puis les décors des mosquées d'Ispahan sont absolument fascinantes. Le salon de musique du palais sur la grande place d'Ispahan, qui avant était un terrain de jeu de polo, c'est juste à couper le souffle. C'est plein de choses magiques. Même les paysages de montagnes totalement arides, qui sont roses et bleus, à l'horizon, sont impressionnants. Non, vraiment, l'Iran, c'est extraordinaire. Oui, donc d'un point de vue esthétique et culturel, c'est vraiment une destination que vous recommanderiez. Ah oui. Sans aucun doute. Sans aucune retenue. Même si j'étais obligée de porter un voile tous les jours, et que c'est une contrainte que je ne soupçonnais pas. D'accord. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de cette interview. C'était extrêmement intéressant. Merci Claire. Écoute. Eh bien, je suis ravie. Très bonne journée. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez Ruby sur Canapé, n'hésitez pas à aller sur iTunes, lui attribuer des petites étoiles. Cela est essentiel pour le développement du podcast, car ça l'aidera à être mieux référencé, donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux.
À très bientôt dans Rugby sur Canapé.